Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Profession Entrepreneur. Mon nom est Jean-François Côté, co-animateur de ce podcast. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire inspirante de Pierre-Luc Côté, maître d'œuvre derrière La Fontaine Vin et Liqueurs. Alors que la voie traditionnelle familiale semblait tout tracée pour lui, Pierre-Luc a choisi de suivre son cœur et sa passion. Son parcours est un témoignage éloquent que parfois, c'est la passion mélangée avec une dose de naïveté qui nous pousse à réaliser de grandes choses. Découvrez son voyage, ses défis, ses triomphes dans cet épisode. Nous profitons de l'occasion pour le remercier pour nous fournir gracieusement les vins de cet épisode. Allons-y! Alors bonjour Pierre-Luc avec nous aujourd'hui au podcast Profession Entrepreneur. Bienvenue chez nous Pierre-Luc. Merci pour l'accueil. Yes, Pierre-Luc, donc actionnaire, co-actionnaire de La Fontaine Vin et Liqueurs. On va en apprendre un peu plus tout à l'heure, mais tout d'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais que tu nous dresses un peu le portrait de Pierre-Luc Côté à l'âge de 7, 8, 10, 12, 15 ans. Là. Où est-ce que Pierre-Luc est né, dans quel environnement? On veut découvrir, est-ce que très jeune, il y avait une fibre entrepreneuriale ou ça s'est développé avec le temps? Oui, moi je suis né à Laurier-Station d'une famille d'entrepreneurs un peu, si je peux dire. Mon grand-père qui avait fondé les supermarchés Métro, La Roche, donc à Laurier-Station et à Saint-Étienne. Et ça fait maintenant plus de 50 ans que les supermarchés sont fondés, donc et puis pratiquement toute la famille travaille pour les supermarchés aussi. Donc j'ai été élevé dans cet environnement-là à la base, mais surtout je dirais plus le service à la clientèle. L'entrepreneuriat en tant que tel via mon grand-père qui avait déjà cédé, qui avait déjà vendu ses parts à deux de ses fils, qui est Bertrand et Marcel. Fait qu'on n'a pas vraiment eu le temps de vivre un peu tout le concept entrepreneurial derrière ça. Je dirais que tout était à bâtir dans ces temps-là, veut pas aussi. Donc c'est pas tellement ça qui m'a emmené vers l'entrepreneuriat-là, mais vraiment plus, je dirais peut-être le service à la clientèle, puis l'ardeur au travail, surtout, je dirais, de mettre le temps, puis les énergies. Ouais, exactement. C'est plus ce modèle-là qui m'a frappé quand j'étais plus jeune. C'était plus de travailler très fort, puis que tout se gagnait dans la vie, qu'il y avait rien qui arrivait pour rien. Ça, déjà en background, ouais. à plus jeune, il y avait cette volonté-là de bien faire les choses, Absolument. de servir la clientèle. Ouais. Il y avait déjà cette... C'est un bel exemple, mettons. Tout était calculé, puis c'est pas quelqu'un qui dépensait trop non plus. On comprenait, j'ai compris assez vite dans mon jeune temps, ce qui était jeune temps. Je suis pas tellement vieux encore, je comprends. Mais non, c'est ça. Non, mais j'ai vite compris la valeur de l'argent, si je peux dire comme ça, ce qui est quand même, surtout de nos jours, là, on essaie d'inculquer ça un peu en famille ou avec la génération d'aujourd'hui, puis c'est plus difficile aujourd'hui. Nous, on l'a appris assez rapidement aussi. Il n'y avait pas toute la notion de crédit puis tout ça autour non plus. C'était pas aussi développé, c'est ça, qu'aujourd'hui. Non, Pierre-Luc, donc autour de lui, il y a des gens en affaires, ça discute un peu business. Ça travaille. Fait que toi, t'étais-tu du style à avoir la table sur le bord de la rue puis à vendre des articles? Moi, là, je vais toujours me souvenir, il y avait des étapes très claires. On n'avait pas Internet non plus, mais il y avait des étapes claires. Nous, quand on était jeunes, on savait qu'à 14 ans, on pouvait commencer à aller travailler. Moi, je savais que j'allais aller travailler chez Métro. Puis ça, je savais qu'en commençant à travailler chez Métro, j'avais ma mobilette aussi. C'était toutes des... enchaînement. C'était des étapes très claires. Puis on a vivait que pour ça. Puis le sport. On était là-dedans, mais c'est... super. C'est pas... Ça nous a formés d'une certaine façon après ça à une rigueur assez tôt, où t'arrives de l'école, il est 4h30, faut que tu sois à 5h, tu fais ton 1 ou 2 soirées par semaine, puis ton week-end, tu le travailles, mais on terminait de travailler à 5h ou à 9h. On avait tout notre temps après, pour faire
les folies de jeunesse. Super. Donc, Rive-Sud Ouais. Rive-Sud de Québec, secondaire, j'imagine, dans ce coin-là aussi. Ouais. Sainte-Croix Ouais. de Lobinière. Donc, après ça, après secondaire, divers intérêts, Oui, je vers... je suis resté dans le service à la clientèle. OK. Et il y avait, je me suis dirigé vers la gestion hôtelière. J'avais toujours eu une passion, tu sais, sur le métier de serveur, tu sais, les restaurants, tout ça, j'avais... Puis l'environnement hôtelier m'appelait beaucoup. Puis, fait que j'ai commencé ma technique en gestion hôtelière au Collège Mérisy. Collège Mérisy. Ouais, exactement. J'ai fait un an complet. Puis quand j'ai commencé ma 3e session, on rentrait beaucoup plus dans des concepts de gestion, ce qui est tout à fait normal. Mais tu sais, j'étais quand même jeune, j'avais 17 ans. Tu sais, j'ai fait ma première année de cégep à 17 ans, parce que je suis du mois d'août. Et ma 2e année, comme à 18 ans, là, on dirait que j'étais pas comme rendu là encore à rentrer dans des concepts de gestion, puis de contrôle des coûts, puis tout ça. Fait que je me suis vraiment dirigé pour aller travailler sur le plancher en restauration. J'avais déjà commencé... quand j'avais commencé mon cégep, j'avais commencé à l'Intimiste à Lévis. Parce que mon père restait à Lévis, puis à l'époque, je restais chez lui. Puis j'avais commencé là, puis j'avais même pas dit mon âge. Mais j'avais demandé mon âge, fait que j'ai commencé à travailler à l'Intimiste, j'avais 17 ans. Donc je sais pas si j'étais légal ou pas, mais... On aura peut-être là, une petite bande dans le bas de l'écran. Ouais. Mais c'est là que j'ai développé une passion pour la restauration, vraiment dès le départ. Puis je vais toujours m'en souvenir quand que là j'avais arrêté ma technique. Ben là, la session je voulais me diriger plus vers un DEP en service de la restauration, vraiment aller faire ça. Plus concret, plus vraiment près des gens. Oh, ouais, exactement. Lien avec ton service à la clientèle. Exactement. Ouais, c'est en plein ça. Fait que j'ai terminé l'année finalement en travaillant à temps plein à l'Intimiste. Là, je travaillais dans la cuisine le jour, puis je passais en service le soir. J'ai travaillé très fort pendant quasiment un an. Puis quand je suis rentré, là, c'est là qu'après ça, j'ai vraiment commencé plus le service haut de gamme. Là, je suis allé faire mon DEP en service de la restauration. Puis là, j'ai été recruté par le restaurant La Fermière à Québec. Puis c'est là vraiment que là, ça a démarré. Puis c'est là que la passion pour le vin est arrivée aussi. Là, parce qu'après ça, de fil en aiguille, là, on commence à avoir une vie. Je connais ma femme. Puis on s'est connus très jeune, on s'est connus à 17 ans. Ça a commencé là. Puis là, c'est là que après, on est sollicité dans plein d'activités qui entourent la restauration, que ce soit des salons des vins, que ce soit des trucs comme ça. Puis c'est là que j'ai eu mon premier emploi en même temps que je travaillais en restauration comme représentant de vin, faire vraiment des tournées des SAQ, des tournées de restaurants, vendre l'importation privée, puis bâtir des marques. T'avais été recruté directement à La Fermière? Oui, exactement, par un ami du propriétaire qui était Carole Lafontaine. OK. Puis il va revenir plus tard parce que Carole, finalement, ça a été là qu'on s'est connus, j'avais à peine 20 ans. Puis c'est là que j'ai commencé, de fil en aiguille, à connaître ce métier-là. Ça va faire une belle boucle parce qu'on va parler tout à l'heure de l'entreprise. Exact. Plus en détail. Exactement. Les liqueurs. Ouais. Ça a vraiment commencé là. Puis, mais tu sais, il y a toujours aussi le désir de performer aussi là-dedans. Puis tu sais, même quand j'étais à l'école, moi, dans mon DEP, il y avait des compétitions. Parle-nous un peu de ça. Ouais. Les compétitions que... Ben, c'est ça. Parce que ça, tu as un lien, là, tu sais, je veux dire, je fais jamais rien à moitié, vraiment, tu sais. Puis, il y avait un enseignant, Bernard Arnaudot, au centre de formation professionnelle où j'allais à Fierbourg, à Charlebourg, que lui, il était très impliqué dans des compétitions, que ce soit au niveau régional, provincial, canadien. Puis à chaque année, il choisissait des élèves pour faire une petite compétition à l'intérieur. Puis s'il y en a un qui ça il tentait, ben il commençait. T'sais. Puis moi, tout de suite, je me suis inscrit dans ça très tôt. Puis j'ai fait ça pendant 3 ans. T'sais, même l'année que j'ai fait ma formation, les compétitions qu'il y avait cette année-là ne débouchaient pas sur des compétitions internationales ou quoi que ce soit. C'est à chaque 2 ans. Donc l'année d'après, je me suis réinscrit pour ces compétitions-là. Puis là, ben là, la boucle commence, là, compétition d'école, là, tu gagnes contre ton école, tu gagnes contre dans la région de Québec contre
contre l'École de Capitale. On gagne. Là, finalement, tu te rends dans les compétitions. C'est les compétitions de métiers qui appellent là, Il y a des compétitions de métiers, des métiers professionnels. Exactement. De différents métiers. Exactement. Coiffure, carrosserie, auto, n'importe quoi. En plus, c'était il n'y a pas tellement longtemps. C'est à tous les printemps, ces compétitions-là. Il n'y a pas des genres d'Olympiades. C'est une Olympiade, c'est exactement. C'est les Olympiades de la formation professionnelle et technique. Puis moi, j'ai été embarqué là-dedans à fond. Là. Puis là, ben, au provincial, pour nous, c'était une des compétitions la plus difficile parce qu'on se battait contre les THQ. Puis c'est là qui était vraiment la grosse compétition. Puis écoute, il avait réussi à la battre une seule fois auparavant. Je pense que c'était en 2005. Puis moi, mon année, on avait réussi à les battre aussi. Donc ça m'avait amené au championnat canadien à Calgary, qu'on a gagné, puis ça m'a amené au mondial des métiers qui, ben, c'est plate, puis c'est pas plate en même temps, mais c'était à Calgary encore, le mondial. Le mondial des métiers était C'était à Calgary, c'est ça, tu sais, l'année d'avant, c'était au Japon, l'année qu'il avait faite en 2005, c'était en Finlande, tu sais. Moi, c'était à Calgary. Mais c'est ça. Ça m'a amené. C'est moins exotique oui, même que, non, c'est ça. que Lisbonne ou autre endroit. C'était le fun, par exemple. Hey, on avait eu. Ben, ça a été une des plus belles Olympiades que j'ai vues pour vrai, parce qu'après ça, j'en ai fait en tant que coach. On est allé en Allemagne, on est allé en Angleterre. Mais c'était fait en grand, ça a été vraiment top. On avait été accueillis par Stephen Harper sur le stage quand ils ont présenté le Canada. Okay. Ouais. Fait que juste, mettons, Pierre-Luc, quelques minutes, là, tu sais, cette compétition-là, c'est quoi? Ben, écoute, c'est des épreuves. C'est des épreuves. Tu sais, comme, mettons, pour parler, là, très concrètement, mettons, de la compétition mondiale, là, à Calgary, c'était une compétition sur 4 jours. Il y avait 4 services différents à faire, que tu apprends tes routines, puis, mais, que si ils te font servir un steak, ben, faut que tu penses à mettre un couteau à steak, mais après ça, t'avais un service haut de gamme, donc un service gastronomique où là, moi, j'ai appris à découper des poulets, le carré d'agneau, la côte de bœuf, le canard servi à table, tout ça, j'avais tout appris ce service-là. Il y avait un service bar, donc là, t'apprends tous les cocktails qui existent, mais non seulement ça, aussi, t'as des questions sur, c'est fait à quoi le rhum, puis tout ça, il y avait des. Ensuite, tu avais une troisième journée qui c'est une compétition banquet, puis une dernière journée qui est le service qui appelle service simple, ou c'est plus bistrot, si je peux dire. Fait qu'il y avait 4 routines. Puis au travers de ça, tu as des épreuves de dégustation à l'aveugle, de spiritueux, de liqueurs, de vin. Fait que c'est ça, non? C'est très complet, mais là, en même temps, on voit Pierre-Luc qui est dans la précision, dans la vouloir performer. Ouais, moi, j'ai adoré ça. Puis d'être coaché aussi, tu sais, d'avoir ce minding-là, tu sais, de mentorat, puis d'avancer là-dedans. Moi, j'ai adoré ça. Il y a sûrement des personnes à ce moment-là qui ont été marquantes dans. Ben oui, le professeur. Tu sais, pour vrai, Bernard, lui, c'était sa passion, tu sais, lui, c'était sa vie. Il avait monté un restaurant, un macaron Michelin à l'époque quand il restait en France. C'était un Français. Mais lui, c'est une façon pour lui de s'accomplir aussi là-dedans. Fait on a eu un 3 ans incroyable. Tu sais, ça nous a amené. Dans la première année de formation que j'avais faite, il y avait une compétition qui s'appelait la Coupe Gérard Delage, à l'époque qui existait. Et ça, c'était une coupe qui était à toutes les années. Ils appellent ça des espèces de championnats de maître d'hôtel, carrément. Là, c'est vraiment des épreuves timées, 15 minutes, t'en as 10 dans la journée, tu sais, tu y vas. Moi, j'avais gagné celle à Québec. Et c'est une compétition canadienne, ça. Donc, il n'y avait personne d'autre des autres provinces qui venaient. Mais ça permettait de se qualifier pour la Coupe Georges Baptiste qui a lieu à chaque 4 ans à l'international. Et ça tenait, par exemple, cette année-là, en 2009, j'avais fait la compétition de la Coupe Georges Baptiste qui était au Vietnam cette année-là. Puis 3 mois après, j'étais à Calgary pour le mondial des métiers. Puis ça, c'est de vivre ça. Puis en plus, on a eu des bons résultats. On a gagné les deux en plus. Là, on a gagné les deux. Puis... Fait que là, quand tu termines ces 3 années-là, ces compétitions-là que tu remportes, en plus, t'as-tu toujours l'emploi, la fenouillère? Non, j'avais envie de temps pour mes stages, surtout quand je faisais mes compétitions, j'étais rendu à l'Auberge Saint-Antoine. Je travaillais chez Panache. Puis en plus, j'étais commandité par eux. Donc, quand je m'entraînais, j'étais payé. Et peu de gens qui peuvent se targuer de ça. Non, pour vrai, ça, c'était... Puis eux, c'est une mentalité qui les représentait beaucoup, tu sais, dans ça. Et j'avais fait des stages. J'ai fait un stage à l'hôtel Martinez à Cannes, dans de macarons Michelin. J'étais reçu dans des relais et châteaux. C'était des années exceptionnelles. Puis tu sais, au travers de tout ça, après, tu as différentes expériences avec beaucoup de gens différents
qui arrivent de plein de milieux, mais tu sais, toujours vis-à-vis le vin, puis le service. Toujours un peu... C'est ça. Là. Mais tu sais, je me suis jamais considéré comme un sommelier. Tu sais, j'ai jamais... moi, je suis quelqu'un qui est passionné de restauration à la base. De l'expérience globale. Vraiment. Ouais, c'est ça. Vraiment, être au service des gens, moi, c'est un des plus beaux métiers. Tu sais, si c'était pas des horaires, des fois un peu plus difficiles, tu sais, puis moi, j'ai toute mon admiration envers ceux qui font ça, tu sais, puis qui ont une famille, puis tout ça, là, pour vrai, c'est extraordinaire. Mais moi, après ça, j'ai pris le tournant vers le vin. Là. Vers le vin. Donc là, début vingtaine, tu termines cette formation-là. Là, j'avais 22 ans en 2009 quand que j'ai eu fini ces compétitions-là, puis c'est vraiment à partir de là. Le Pierre-Luc, il rêve de quoi, là? Là, ben, je sais pas. Là, pour vrai, j'ai le goût de voyager, j'ai le goût d'avant. Sur le monde. Non, mais ben oui, exactement, tu sais, j'ai le goût de voir tout. Mais là, c'est vraiment là que j'ai pris la décision de continuer en restauration, mais de commencer aussi la représentation de vin. Vraiment d'aller, de pousser vers ça. Puis le vin... Vous êtes resté en contact avec M. Lafontaine, là, tout le temps, un peu aussi, tu sais. Et puis c'est ça, quand on a recommencé là, autour de 2006, je dirais que j'ai commencé vraiment à plus sérieusement à m'intéresser à ce métier-là pour éventuellement être à temps partiel comme représentant, comme 2-3 jours semaine, à faire des tournées des SAQ, puis à faire des tournées de restaurants. Parce que si on recule à peu près presque d'une quinzaine d'années, le représentant en vin au Québec, ça représente des maisons auprès de la SAQ, auprès des restaurateurs? C'est des sociétés privées qui représentent c'est des représentations exclusives de fournisseurs de vin ou de spiritueux. C'est quand que j'ai vraiment tombé de temps plein dans ce métier-là, j'ai fait partie de transactions. Donc, M. Lafontaine, il a vendu une partie de son portefeuille de produits à une autre compagnie qui s'appelle Sylvestre. Vin et spiritueux. Puis là, j'étais vraiment temps plein là avec un territoire. Puis c'est là que j'ai appris toutes les de fond en comble comment la SAQ ça fonctionne là, tu sais, autant du bureau chef jusqu'à l'achat de promotion en succursale, puis à comment le monopole là fonctionne pour la vente de vin, puis pour je dirais ça, les différentes techniques pour bâtir une marque au Québec, tu sais, parce qu'au bout de la ligne, ça reste du retail, c'est comme bâtir une marque de... Ça, tu représentes quelqu'un qui a des produits, là. Exactement, mais à l'intérieur d'une société d'État. C'est là qu'il y a... Qui gère les règles du jeu, ben, on se comprend. Malheureusement ou heureusement. Ouais, exactement. Tu sais, c'est vraiment... C'est un que l'autre, mais on n'est pas là pour... T'as vraiment parti en 2012-2013, là, vraiment, là, à temps plein dans ce... Fait que là, t'es à l'emploi en gauche, l'entrepreneur, il est à quelque part, sommeil, il a pas eu l'appel. Non, vraiment pas. Parce que j'avais pas cette fibre-là entrepreneuriale à la base, vraiment. Par contre, il y a eu un déclic où, à un moment donné, t'es tellement dans ta passion, puis là, ben moi, je représente des vins qui vendent 30 000 cartons, tu sais, au Québec. La compagnie pour qui je travaillais vendait 500 000 caisses de vin au Québec, tu sais, fait que c'est énorme, puis clairement, tu sais, dans tout ce processus-là, il y a des vins que t'aimes moins, ou tu sais, même des trucs que t'aimes pas vendre du tout, mais ça fait partie du travail. Puis le déclic que j'ai eu, pourquoi que j'ai décidé de me lancer en affaires, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, ben, ça a l'air simple. Ça, c'est le côté naïf, entrepreneurial du départ qu'il faut avoir. Qu'il faut avoir, parce que sinon, il y a personne qui va commencer, tu sais. Mais moi, je me suis dit, à un moment donné, j'ai dit, moi, je ne veux représenter que des vins que j'aime. OK? Ça, c'est un déclic que j'ai toujours, tu sais, qui drive encore la société là, que j'ai présentement, la compagnie que j'ai. Puis ça s'est fait, là. J'ai resté 5 ans chez Sylvestre. Je dirais dans la dernière année, là, donc je dirais 2018, là, 2017, là, ça a été vraiment... J'ai dit là, faut que je fasse quelque chose, tu sais. J'arrivais sur le bord d'avoir mes 30 ans, j'ai un enfant, ma blonde enceinte du deuxième, je me dis... Puis tu sais, il n'y a jamais de parfait moment là, pour il n'y a pas de parfait temps. Il n'y en a jamais. Si tu te convaincs pas et que tu le fais pas, tu le feras jamais.
Fait qu'on a fondé, et de là, donc j'ai donné ma démission chez Sylvestre pour commencer ma première société qui s'appelait Côté Vin. Puis en même temps, pour commencer à démarrer ce projet-là, j'étais retourné en restauration. J'avais pris un congé de maternité, là, je faisais un remplacement comme directeur de la Pas le congé de maternité, là, t'avais non, de maternité. ouais, c'est bien de préciser. C'est bien de préciser. Mais ouais, donc je suis retourné en restauration dans un restaurant près de chez moi où la directrice allait en congé de maternité pour à peu près 18 mois, tu sais. Puis je me suis dit, regarde, c'est parfait, moi ça me conviendrait comme temps pour pouvoir commencer ma société puis en même temps pour avoir un salaire puis avoir une certaine sécurité dans ça. Oui, parce que quand même, si tu veux peut-être juste nous expliquer, Oui. On peut des fois partir différents types de business Ouais. dans différentes industries puis commencer déjà avec un certain volume où Oui. là, tu partais de zéro, là. de zéro, mais zéro, là. Exactement. Il y a une certaine limite. Tu sais, les maisons de vin, ben, s'ils représentent une agence, ils peux pas avoir deux agences avec un même Exactement. producteur. Fait que là, ça t'oblige à des gens que tu connais puis que t'aimais desservir ou proposer leurs produits. Ben oui. Là, faut que tu recommences ça de zéro. Là, on commence ça comment? On commence ça comment? C'est sûr que, tu sais, quand j'ai mon déclic en même temps, là, oui, je suis encore à l'emploi chez Sylvestre, mais tu sais, t'as une balance de contact qui est quand même... Importante. Ben oui, qui est importante, tu sais, puis après que j'avais donné ma démission chez Sylvestre, puis que là, j'ai recommencé en restauration, c'est là que j'ai rappelé M. Lafontaine, tu sais, avec qui j'avais commencé au tout début, pour reprendre contact avec lui, parce que, tu sais, lui, je le sais qu'il y avait beaucoup de... Lui, dans sa philosophie d'entrepreneuriat, il voulait pas mettre des fournisseurs en concurrence. Ce qui est pas le cas de tous les agences. Plus c'est gros, c'est clair qu'il y en a qui vont venir en concurrence. Donc, lui, il disait non à souvent beaucoup de fournisseurs de qualité, mais qui pouvaient pas les représenter parce qu'il y avait déjà quelqu'un. Exactement. Puis c'est comme ça que j'ai commencé Côté Vin à l'époque. Et on avait commencé, on avait des champagnes, on avait des vins du Rhône, un peu de Bordeaux. Mais tu sais, c'était assez embryonnaire, si je peux dire. Il se passe combien de temps entre je décide de partir ma compagnie d'importation puis la vente de la première bouteille? 2 mois. Quand même. 6 mois, ben tu sais, il faut les faire venir aussi. Faut savoir en plus que pour t'enregistrer comme agent auprès de la SAQ, ils font une réunion ou 3 mois. Et tant que t'as pas fait cette réunion-là, tu peux pas présenter ton dossier pour t'enregistrer. Non, c'est ça. Fait que là, moi, du jour où je veux commencer ma compagnie, ben là, moi, j'appelle la SAQ pour savoir, ben là, c'est quand le prochain rendez-vous? On le sait pas, là, ça devrait arriver à l'automne. J'ai OK, mais encore, tu sais, c'est pas fixe. Automne de quelle année? Tous les lundis, premier lundi du mois, il y a une réunion. Tu sais, je sais pas. Non, tu sais, c'était vraiment aléatoire, là. Fait que finalement, ben là, cette réunion-là a lieu. Je vais m'inscrire. Là, faut présenter notre plan d'affaires. Puis, nous, notre intérêt, c'était de commencer par importation privée. On n'avait pas nécessairement de fournisseurs qui avaient des vins en SAQ déjà. Donc, c'est assez simple là, pour vrai, pour commencer ça. Je veux dire, la base, là, tu t'enregistres au registre des entreprises. Ça, faut présenter ça à la SAQ après, puis quand que, là, ils voient que tout est legit, ben là, ils donnent, ça ressemble, c'est un contrat de mariage. Là. Pour vrai, là, carrément, avec la SAQ, ils donnent la permission, toi, de... Là, c'est vraiment une permission. C'est ça, carrément. Te retirer si jamais il y en avait quoi que toi. T'as un code de conduite à suivre, puis ils ont le droit de te terminer du jour au lendemain si tu suis pas ces règles-là. Quand même, ça doit pas toujours être évident, être en affaires, parce que t'es en business, en marché libre, mais à l'intérieur d'un cadre que tu détermines pas. Non, exactement. Puis tu sais, t'es vraiment, toi, tu vis toutes les conséquences de la décision là, du monopole. C'est sûr que il y a une certaine logique à suivre dans tout ça, mais c'est clair que aujourd'hui, dans les derniers mois, il y en a eu des grosses décisions prises par la SAQ qui vont nous impacter pour minimum 7 à 8 mois. Mais tu sais, faut que tu t'attendes à ça. Dans ce marché-là. Exactement. Mais ça, on le sait du début. Là, tu sais, là,
il y a des décisions plus extrêmes que d'autres, mais quand que je m'enregistre, je suis au courant que je vais avoir à vivre ça. Puis qu'il faut que tu deals avec ça, puis que... C'est ça. Fait que là... Fait que là, côté vin, Ouais, côté vin, champagne, quelques bas. Tu sais, c'est ça prend 7-8 mois à arriver. Et là, quand on reçoit nos vins... Juste par curiosité, là, tu reçois quelle quantité de vin? Tu sais, de la première commande, le premier stock qui rentre, c'est combien? Pour vrai, j'ai juste pour voir genre 4 palettes, là, tu sais. Fait que 250 caisses, à peu près. OK. Total, tu sais. Puis, mais là, tu sais, t'en avais parlé avec tes amis restaurateurs, t'avais, tu sais, tout ça, puis finalement, tu te retrouves que t'as vendu, puis t'as plus rien, tu sais. Fait que, tu sais, ça a commencé un peu ces chapeaux de roue, mais tu sais, on s'est surtout rendu compte que, tu sais, démarrer une agence vraiment de zéro, là, tu sais, c'est pas impossible, mais je veux dire, c'était vraiment très long. Fait que c'est pour ça que de fil en aiguille, nous, quand on avait fondé Côté Vin, c'était aussi pour commencer à collaborer avec Monsieur Lafontaine, qui lui était basé à Montréal. Nous autres, on était à Québec. Et on s'était dit, quand on vend une caisse, ben, on peut joindre les deux portfolios, puis si je vends une caisse, après ça, il y a un partage de commission qui est fait. Puis c'était vraiment dans ce sens-là qu'on avait commencé, puis qui finalement nous a amené il y a 3 ans, donc au 1er janvier 2020, on se souviendra de cette super année 2020. 3 janvier 2020. 1er janvier. 1er janvier. Ouais, on a racheté M. Lafontaine. Donc là, déjà, on mélangeait un peu les portfolios, mais là, on a racheté, puis parce que M. Lafontaine il était rendu là, il voulait plus s'occuper du tout côté administratif, puis faut savoir aussi que quand on travaille en importation privée, tu as besoin d'une garantie bancaire, faut que toutes que les commandes qui sont passées sont supportées par l'agent. Et lui, ça, ben, c'est un côté qui aimait moins un peu aussi. Fait que nous, on a tout repris ça. Donc, au premier... Quand même juste quelques années après avoir démarré Côté Vin. Ouais. 2 ans et demi après, 3 ans après. Puis, avec la SAQ, la façon que ça fonctionne, c'est le nom de l'agent, il est quand même très important. Donc, nous, on a décidé de continuer nos activités sous La Fontaine. Donc, Côté Vin, c'est tout simplement fusionné avec La Fontaine et on a continué là, depuis ça. 1er janvier 2020, là, maintenant, c'est officiel. C'est vraiment moi qui ai repris toute l'administration de ça. Là. Ouais, exactement. Chez La Fontaine qui est encore avec nous aussi aujourd'hui. Il veut pas arrêter. 73 ans et toujours... un passionnant. Impossible d'arrêter. Pour nous, c'est un honneur. C'est de l'art, ça, quand c'est extraordinaire. Tout le monde le connaît. Tu arrives dans des salons des vins. C'est ça, je pense, qui est le plus... Pas que j'essaie de bâtir, mais la relation fournisseur que tu bâtis, lui, ça fait 50 ans qu'il est dans le métier. On arrive. On est dans le fin fond de la Bourgogne, puis il se fait reconnaître. C'est connu partout. Tu sais, son portfolio ou l'entreprise, ça s'achète, mais le 50 ans d'expérience, lui, il se bâtit à tous les jours. C'est probablement ça qui est la plus belle richesse dans tout ça. C'est ce contact-là, le contact avec des gens comme ça, d'expérience, moi, ça me nourrit beaucoup. Y a-tu des facettes de ta transaction ou des choses que tu dis, Christy, avec l'expérience, je referais peut-être ça différemment ou tu sais, t'aurais-tu passé le step de Côté Vin pour tout de suite? Ben, parce que avoir su, j'aurais pas fusionné. J'aurais gardé les deux vivants. J'aurais gardé les deux agences. Parce que ça aurait permis de diversifier peut-être certaines régions un peu plus. Tu veux pas mettre des amplitudes, ça m'aurait permis d'avoir peut-être une agence qui fait plus du vin haut de gamme, fait plus du vin recherché, puis avoir une autre agence qui va faire plus le volume, les vins d'entrée de gamme, puis tout ça. À long terme, je le referais peut-être comme ça. Parce que là, présentement, il y a un moratoire sur les créations d'agences. Ok, c'est une de mes questions. Ouais, non, il y a... Demain matin, je veux en partir une. Faut que t'en achètes une. Faut que j'en achète une. Exactement. Fait que là, c'est pour ça que là, présentement, je le regrette un peu. J'aurais dû garder les deux. J'aurais pu acheter Côté Vin, moi, par exemple. Voilà. ça aurait été un très bon coup monétaire pour moi. Non, mais c'est des transactions simples, là. Tu sais, c'est pas... Nous, on n'achetait pas, il y avait pas de bureau, il y avait pas de pieds carrés à acheter. Parce qu'il faut savoir que l'agence en tant que telle, une agence de vin, tu sais, à part acheter des droits de représenter,
t'as les droits et ton vin qui est en transit, c'est ça. Ben, le vin est en transit et il est surtout supporté par la SAQ en partie, tu sais, pour l'importation privée. Fait que t'achètes pas un inventaire, c'est pas une transaction qui est vraiment compliquée. Tu sais, après ça, s'il y avait eu des bureaux locatifs, ben là, tu prends en tente, tu les fermes, Fait que tu sais, c'est des transactions très, très simples. Fait que le seul point, j'aurais peut-être gardé côté vin pour avoir plus de latitude. Je dis pas que je l'aurais vendu, mais je dis que j'aurais peut-être donné deux vocations différentes. Peut-être en envoyer une différemment, ok, je comprends. en envoyer une sur du spiritueux. Ça m'aurait permis de développer d'autres projets peut-être un peu plus rapidement, si je peux dire. Good. Au niveau de la business comme telle, des employés, d'autres associés, comment t'es arrangé au niveau setup? Ben, c'est pas un secret. Moi, quand j'ai démarré côté vin, c'était en partenariat avec mes cousins qui ont pris des supermarchés. Donc, tu parlais Je parlais tout à l'heure, c'est parce que ça fait un lien un peu dans tout ça. Eux, ils ont acheté leur père puis mon oncle. Fait que eux, maintenant, ils sont vraiment à la tête de ça. Ils ont toujours. Ça s'est passé quand j'ai commencé côté vin, j'ai fait une espèce de Shark Tank de mon projet. OK. Puis, tu sais, je leur dis, il y aurait ça, ça vous intéresse-tu? Puis j'ai besoin de tant d'argent, tu sais, pour démarrer. Puis, c'était pas nécessairement non plus une question d'argent parce que c'est pas, j'avais pas besoin d'un million. C'est loin de là, même, l'investissement. Mais j'avais besoin de conseils parce que j'avais jamais eu d'entreprise avant. J'avais, tu sais, je veux dire, moi, le registraire des entreprises, je sais qu'il existe, mais j'avais aucune idée comment faire ça. J'allais tout chercher ce côté-là, c'est ça à faire depuis quand même quelques années. Oui. Il était habitué dans ce volet-là. Eux étaient beaucoup plus entrepreneurs dans le monde, même si David qui était en construction avant. Donc pour eux, d'ouvrir un projet comme ça, pour eux, c'était parfait. Puis moi, j'avais besoin un peu de cette vibe-là, parce que comme je dis, moi, j'ai pas ça dans le sang. Moi, j'ai commencé ça juste par conviction, tu sais, par Et malheureusement, c'est pas le parcours scolaire non plus aucunement. Qui amène à s'interroger par rapport à partir une entreprise, une business, ou comment faire, quelles sont les étapes de qui s'entourer. Je vais même dans ton parcours scolaire, il y a pas ça, là, ni au professionnel, ni au niveau de la technique. Non, pas dans mon cas. Moi, la seule chose qui en ressort tout le temps, c'est l'ardeur au travail. Tu sais, ça me fait toujours rire, tu sais, puis ça, par exemple, j'avais pas ce côté-là, tu sais, des fois, en affaires, ça veut dire, ouais, lui, il a une compagnie, tu sais, ça veut dire qu'il est riche, tu sais, puis que son auto, ben, c'est pas lui qui la paye. Oui, une entreprise, ça a un compte en banque, là. C'est encore, c'est ça, il y a plein d'idées préconçues comme ça que les gens ont autour. Moi, j'avais pas ce préconçu-là, et ça m'a permis, justement, d'être plus terre à terre quand j'ai commencé cette entreprise-là. Puis mon parcours professionnel, ben je n'ai que ça qui m'a amené. Puis tu sais, ça va aussi avec une partie de ton talent. Tu sais dans quoi que t'es bon. Moi, j'étais un bon vendeur, j'étais un passionné, puis tu sais, je déguste bien. Tu sais, aussi, j'avais des belles aptitudes, je faisais beaucoup de dégustations à l'aveugle. Tu sais, des fois, les gens me disent, ouais, mais là, comment tu fais pour sentir ça? Tu sais, c'est de la pratique. Tu sais, c'est tout se pratique, tout est dans l'ardeur que tu vas y mettre. C'est juste ça qui m'a amené à travailler, parce qu'encore aujourd'hui, là, c'est clair qu'après 6 ans dans ça, il n'y a plus aucune chance que je m'en aille travailler pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Je serais plus capable de m'en aller. C'est ce que la plupart des gens nous disent aussi, tu sais, quand ils ont goûté à ça, puis Ouais. ils ont passé les périodes qui sont un peu plus tough, parce que, puis, C'est ça. il peut y en avoir d'autres aussi, là, mais tu sais, le démarrage, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts. Là, toi, tu te retrouves associé au départ avec tes deux cousins. Comment c'est ça, cette gestion-là? Ben, c'est super. T'sais, en même temps, les rôles sont clairs. Ben, les rôles sont clairs, j'ai une confiance à 100%. C'est pour vrai. Puis probablement qu'ils ont aussi, c'est ça. Puis on a fait des erreurs. Là, on n'a jamais fait 2 fois. On a fait des erreurs. Se retrouver avec des stocks à racheter de 10 000 on a fait. Ça arrive à tout le monde. Tu fais une dégustation, tu fais déguster. Oui, voulez-vous avoir acheté ces vins-là? Oh, oui, prends-moi-en à 10 caisses, c'est sûr que je vais te les acheter. Oui. Pas de c'est arrivé, ça coûte 3 000. Ouais, bah, je vais prendre une caisse, finalement. Ok, tu sais.
Ouais, je l'aimais pas tant. Ouais, c'est ça. Ben, c'était meilleur, il me semble, l'année passée. Non, mais tu sais, toutes ces erreurs-là, ils ont été faits. Puis là, ben, depuis l'année dernière, on a un nouveau partenaire dans la fontaine Ok. ici. Parce que là, nous, ben, avec la pandémie, tu sais, tout le monde a eu à faire des décisions, prendre des décisions importantes là, là-dedans. Puis nous, ben, on était majoritairement en importation privée au début. Puis là, Ça veut dire que tu n'avais pas de produits tant. ah, c'est ça. J'en avais un petit peu, mais pas beaucoup. Mais le focus a vraiment changé là, à partir de 2021. Là. Tu sais, dans l'année qui a suivi l'acquisition de La Fontaine, on savait qu'il fallait mettre le temps et les efforts pour présenter des produits au monopole puis intégrer le réseau. Puis c'est de là aussi que Bernard, associé, est arrivé, euh, qui était déjà dans une autre grosse agence, qui connaît le travail puis tout ça. Donc, il s'est joint à nous. Tu sais, c'est quelqu'un justement comme moi qui avait un peu ce désir-là de démarrer, qui avait jamais eu sa chance. Puis là, ben, il y a un moratoire, tu peux pas starter une agence. Fait que, en tout cas, finalement, tout compte fait que ça s'est fait là, en septembre dernier. Puis ça va super bien. Ça nous permet vraiment de pousser chacun de notre côté en restauration, en SAQ, puis de bâtir des belles marques. Là. Tu sais, on a des beaux. On commence justement à sortir des temps difficiles un peu, où ça roule un peu tout seul, là, à part qu'il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup de défis dans le day-to-day, là, encore aujourd'hui. C'est intéressant, par exemple, de voir que peut-être ton dernier associé, c'est aussi quelqu'un qui a décidé de se lancer dans le business À 50 ans, beaucoup plus tard. ouais, Ouais, fait qu'il n'y a pas d'âge il n'y a pas pour d'âge. prendre cette décision. Ouais. Puis, Moi, c'est probablement qu'il ne regrettera jamais les mots. Non. non, parce que moi, ce qui en ressort, puis tu sais, on n'est pas, c'est pas, je sais pas, tu bon, tu peux comprendre ça, c'est pas le bon terme, mais c'est que, moi, ce que j'apprécie le plus d'être en affaires, c'est le mindset que tu te mets, tu sais, en recherche de solutions. C'est là que tu es capable de voir c'est quoi des vrais problèmes aussi, tu sais, les priorités dans tout ça. Mais le mindset de trouver des solutions, puis d'aller chercher de l'aide, puis de l'autonomie. Tu sais, moi, tout ce que j'ai monté, là, je l'ai appris tout seul. Non, ben, parce que t'as pas le choix. Exactement. Mais ce mindset-là, euh, moi, c'est ce qui en ressort le plus parce que tu arrives après ça dans d'autres facettes de ta vie où tu parles avec d'autres gens. Puis là, il explique une situation. Il y a une façon de penser, il y a une habitude de réflexion 100%. qui déclenche probablement plus rapidement, peut-être. Ah, 100%. Moi, c'est ça. C'est probablement ça qui m'anime le plus encore. Comment qu'on est, puis tu sais, on est jeune là-dedans. Mais tu sais, je pense que je regarde justement Carole qui est avec moi, qui a 73 ans. Lui, il veut pas arrêter, puis il arrêtera jamais. Il arrêterait pourquoi, tu sais, dans le fond. Donc, ben, c'est ça, mais t'as raison, tu sais. Ben, mais quand même, tu sais, C'est beau de voir ça. ben oui, parce Plutôt que de compter les jours avant d'avoir le. Tu sais, c'est exactement. Tu sais, il y en a qui ont le désir de prendre leur retraite à 55 ans. Moi, j'ai juste le goût qu'à 55 ans, il marquait plus de monde encore là-dedans pour qu'on ait plus de gens qui aient ce mindset-là. Continuons. Dans ça, à 55 ans, le rêve, Pierre-Luc, le rêve au niveau de la business, Ouais. 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que tu es tout jeune quand même. Oui, oui. Non, ben, tu sais, c'est le rêve de ça. Je sais pas encore si mes enfants vont avoir le goût d'embarquer là-dedans. Parce que ça reste, je ne sais pas si c'est une entreprise que j'aimerais nécessairement reprendre, continuer là-dedans. Je sais pas si c'est dur à dire comment je veux voir ça, mais c'est le but là-dedans, c'est que j'aimerais ça que mes enfants puissent comprendre le mind, le rôle qu'on a envers d'autres employés qui vivent ça, puis qu'après ça, tu sais, que ça les amène dans leur vie de tous les jours. Qui comprennent. Parce qu'on s'en va dans un monde spécial, là, tu sais, on s'en va dans un monde où il va falloir être très débrouillard, il va falloir, tu sais, il n'y a plus de frontières, tu sais. Moi, j'ai hâte de voyager avec ça aussi, j'ai hâte de pouvoir faire découvrir ça à mes enfants, à ma femme, tu sais, qu'on commence un peu, c'est plus difficile avec 3 enfants. J'attends, mais je pars des tâches chez nous, on pourrait faire 2 semaines. Une tournée de chasse. Une tournée de chasse. On a réussi à le faire pendant 10 jours, mais voilà, c'était le défi. Mais ouais, le rêve dans, mettons, 5 ans,
c'est sûr que je veux continuer de faire ça toute ma vie, mais j'ai pas l'ambition d'amener ça à un niveau où je veux 50, 60 employés. J'ai vraiment pas cette ambition-là. Moi, mon rêve, probablement, c'est tu sais, présentement, il y a aussi une grande relève qui se fait dans le vin, dans les fournisseurs qu'on a. Puis c'est de faire grandir ça avec eux aussi, puis d'établir quelque chose de stable en SAQ au Québec, bâtir des marques. Ça, c'est un côté que je pensais pas que j'allais aimer. Tu sais, de découvrir des vins, puis de les présenter, puis de bâtir ça, le côté marketing, le côté tout ce qui est étiquette. Parce que c'est toi vraiment qui deviens leur image ici, là. Ben oui. Puis tu découvres des nouveaux talents. Ouais. Que ce soit même au niveau technologique. T'es toujours en mode solution. Fait que non, je sais pas, 55 ans, c'est une bonne question. J'aimerais ça jouer plus au golf. Ça devrait être possible. Ça devrait être possible. Ouais, c'est une bonne question. Il va falloir que je me la pose bientôt, je pense. Tu parlais tantôt un peu des erreurs que vous aviez déjà fait dans le passé, puis évidemment, c'est des erreurs qu'on apprend pour faire avancer nos business. À l'opposé de ça, c'est quoi le coup de circuit ou la transaction ou l'item de laquelle tu es le plus fier? Tu sais, ça, là, j'ai fait ça, puis c'est vraiment hot. Là. Ça, c'est plus ce qu'on a là. C'est mon premier bébé. Okay. Qui était... coup de chance, c'est pas le bon terme parce que, tu sais, on s'en servira. Ah oui. Non, mais tu sais, l'histoire, c'est mon premier coup de circuit puis que j'ai mené de A à Z. Okay. Y a beaucoup de choses que je suis fier, tu sais, dans le truc, mais ça, c'est vraiment mon premier coup de circuit où j'ai découvert Anthony Aubert, le producteur de Aubert et Mathieu, à New York, il y a 3 ans. Écoute, c'était en février 2020. C'était une semaine avant qu'ils ferment tout. Timing extraordinaire. Non, ouais, extraordinaire. Et c'est drôle, hein, j'ai vu les bouteilles qui présentaient. Lui, ça faisait 1 an qu'il vendait du vin. Et aussitôt que j'ai vu les bouteilles, je savais que ça avait beaucoup de potentiel. Mais tu sais, c'est le premier déclic comme ça que j'avais. J'en avais pas rien fait avant. Puis j'ai dégusté les vins. Puis tu sais, ça a un côté... ça a un côté un peu... j'ai dit, tu sais, c'est du sud de la France, mais ça a un côté Oregon. J'ai dit, crème... il y a un marché. Ils sont tous seuls. La bouteille est belle. Ils sont jeunes. Puis, crème, en 3 ans, là, pour vrai, on est parti de rien. Là, présentement, ces produits-là, on est capable de les retrouver dans plus de 200 SAQ au Québec, là, tu sais. Ah, oui, ouais. Fait que ça, c'est, pour nous, c'est le processus le plus long. Puis c'est ce genre de produit-là qui fait qu'après ça, ben, tu peux emmener d'autres projets, tu peux emmener plus d'employés, tu peux, tu sais, le but, c'est d'amener une stabilité dans ça. Puis, ça te fait une image au niveau de ta compagnie. Tu sais, quand tu mènes un dossier comme ça auprès de la SAQ, puis que ça fait un franc succès, parce que là, on a 2 vins comme ça, le Chardonnay, le Pinot Noir en SAQ, mais on a maintenant 4 autres produits, 2 en SAQ, que soit le Marie-Antoinette, le Palooza, puis le Kate. Mais tu sais, on arrive avec ça, puis là, ils disent, crème, quand La Fontaine prend quelque chose en main, ben tu sais, il mène tu sais, exactement. Ça fonctionne. Donc, tout ce côté crédibilité-là qui embarque, ça a été vraiment notre premier, qui fait qu'aussi, quand il y a des fournisseurs qui viennent puis qui voient que ça, c'est partout, ils disent, crème, c'est qui a fait ça? Ouais, c'est qui a fait ça? Là, ben, ça commence à avoir des impacts aussi sur d'autres fournisseurs que ça va pas bien avec leur agent ou ils disent qu'il y aurait besoin de nouveau. Au niveau business, c'est bon dans les deux sens parce que elle est faite avec la SAC. Ouais. Et là, tu t'as bâti de la crédibilité. Exactement. Mais tu dois, j'imagine, être capable de t'en servir aussi de l'autre côté de l'océan pour dire, hey, je suis capable de vous faire ça. Là. Ben, absolument. Puis ils le savent, là. Tu sais, ils le savent, là, parce que eux, en plus, c'est ce qu'ils appellent c'est de la négoce, donc des négociants. Eux, ils achètent du vin. Puis ils font leur cuvée. Après, ils assemblent leur... Ils assemblent ça, puis... Exactement. Fait que eux, ils achètent chez plein de producteurs auto, mais s'ils en achètent plus, ils disent, ben là, c'est quoi ton marché, finalement? Ben, au Québec, tu sais. Fait que là, finalement, ça se parle, tu sais, il devient... Pis ça... Non, c'est... ça, c'est une belle fierté, pour commencer. Là, pis ben oui, puis de le faire en date 3 ans. Quand même. C'est très bon. C'est très bon. Exact. Tu parlais, là, tu sais, dans le fond, un peu des valeurs... Que ça prend de ton côté. Tu sais, qu'est-ce que toi, là, c'est primordial en affaires de garder comme mindset, comme valeur
tant au titre de tes relations avec les producteurs, Ouais. comme tu disais tantôt, je veux pas nécessairement mettre en compétition, je peux te garder ça un peu On quand... regardait ça. Mais c'est que ce mindset-là au niveau de l'entreprise de pas nécessairement mettre tes fournisseurs en compétition, ça fait que ça crée aussi beaucoup de coopération puis beaucoup d'entraide entre eux. Fait qui fait qu'à un moment donné, eux, tu sais, nous, on est un souper, on a 3 fournisseurs ensemble après un salon. Ben là, eux, ils vont parler de leur expérience qu'ils ont sur l'Asie, l'expérience qu'ils ont sur les États-Unis, et ils s'échangent de l'aide sur, ben là, moi, j'ai tel agent en Asie, tiens, voici son numéro. Il y a une espèce de synergie même au niveau des fournisseurs qui fait que Crème, si lui, après ça, il fait un coup de circuit en Asie, suite à une façon dont on a géré notre business ici, il devient, tu sais, il y a un sentiment de loyauté qui se bâtit aussi. Les gens de la mémoire en affaires, en général. Oui, puis tu sais, moi, ça, c'est le bout qui est très gratifiant aussi d'avoir quelqu'un qui est loyal puis qui, tu sais, qui se pose pas de questions, qui est approché. Parce que là, eux, imagine, ils sont approchés par plein d'agents en disant, ben là, viens chez nous, on est bien plus gros, blablabla. Ils disent, non, tu sais, puis sont-ils attachés par un contrat? Oui, il y a un contrat, mais je veux dire, en dedans de 6 mois, c'est réglé. Là. J'ai un contrat, Steve. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a ce sentiment de loyauté-là qui est, moi, ça, qui est vraiment super aussi. C'est un transfert de confiance. Tu sais, l'acte de vente, c'est un transfert de confiance aussi, tu sais, beaucoup. Puis ça, c'est... j'aime bien ça. Good. Ouais. On va passer à quelques questions en rafale. Oh, question en rafale. Es-tu prêt? Je suis prêt. Yes, sir. C'est une autre sorte de casque que ça me prendrait. Casque d'armée. Là. Yes. Driver ou poteur? Ouais. Rouge ou blanc? Blanc. Blanc? Ouais. Blanc? Blanc. OK. Europe ou Sud? Europe, hein, c'est difficile. Lève-tôt, lève-tard? Lève-tôt. Lève-tôt. Ah oui. Show d'humour ou show de musique? Yes. Ouais. Finance ou RH? Finance. Désolé, chérie. Ma femme est à RH. Je m'excuse. Mais finance. Seigneur. C'est bon. Frites ou salade? Une question inutile. Frites. Vanille ou chocolat? Ah, chocolat. Ouais. Chocolat? Ouais. Ouais. Un autre facile. Ouais. Je veux dire lunch ou resto? Ouais, là, resto. Resto facile. Ouais. Ville ou campagne? Campagne. Campagne. Ah ouais. Autant personnel que quand tu voyages de l'autre côté, c'est la campagne. T'as tout compris. C'est le bout, je pense qu'on oublie souvent du vin, là, surtout dans le milieu qu'on est, on parle avec des agriculteurs. Des agriculteurs. C'est ça, exact. Ah ouais. Exact. C'est la simplicité. Et une petite dernière. Steak ou tofu? Steak. Ça allait avec frites de tantôt. Ah ouais. Good. Pierre-Luc, si on revient un peu au volet d'entrepreneuriat, c'est quoi pour toi les qualités que tu as qui te permettent maintenant de driver ce business-là? Parce que quand même, ça prend quoi selon toi? Ben, pas selon toi, mais tes qualités principales qui te permettent de mener ce bateau-là à bon port? C'est une qualité que je me suis découvert que je pensais pas que j'avais. Surtout quand que tu deals avec un monopole d'État, souvent. C'est la patience. OK. Puis ça m'a toujours servi. Plus que ça m'a nu. Tout le temps. Au bout de la ligne, c'est d'être patient, puis ça veut aussi dire de... Tu sais, lire entre les lignes, le côté un peu... pas gambling, mais tu sais, de... Il y a des non-dits. Ouais. Ça, je suis bon là-dedans. Tu sais, j'ai... surtout dans certaines négociations, des fois avec des fournisseurs, quand ils ont à choisir un agent ou quoi que ce soit, tu sais, s'il y a des... Pour donner un exemple, des fois, on a des fournisseurs qui arrivent qui ont des succès, mettons, un gros succès aux États-Unis sur un produit ou en Angleterre, puis que là, ils veulent s'établir au Canada, là, ils vont chercher un agent. Fait que là, on va toujours être 4-5, tu sais, puis nous, on les rencontre dans des salons internationaux. Et là, il y a toujours des non-dits ou, tu sais, de filer un peu comment que le client voudrait sa relation avec son agent. Ça, moi, ça me vient beaucoup de la restauration. Tu sais, comment que tu files une table, puis comment que, tu sais, le client, il veut-tu jaser, il veut-tu être tranquille, il veut-tu rien. Jaser, il va avoir la paix, il va avoir le faux. Exactement. Ça, ce côté-là, je le sais pas le terme, là, s'il y en a un.
mais l'intuition un peu, l'intuition, puis mélanger avec la patience, là, ça m'a adapté, là, parce que avec la passion. La passion, ça, c'est numéro un. Tu sais, je veux dire, j'espère que tous les entrepreneurs font quelque chose qu'ils adorent, tu sais, qu'ils aiment. Moi, c'est ça probablement qui est dur à expliquer, mais tu sais, moi, de travailler un samedi puis d'ouvrir mes trucs, j'ai pas de problème avec ça, tu sais. Ça... Sauf des bouteilles de vin quand même. Là. C'est ça. Une activité de dégustation le samedi matin. Parce que pour vrai, moi, si j'ai des nouveaux produits à déguster ou quoi que ce soit, je déguste toujours le matin. Pour vrai? Tout le temps. C'est là que je suis le meilleur. Pour vraiment déguster, je suis tout là. Je sais. Mais on parle là, de déguster, évidemment. Non, c'est ça. Mettons, j'ai 25 bouteilles, là, non, tu sais, je les rouvre, c'est craché, c'est, pour vous donner une idée, tu sais, dans un salon international, on va faire peut-être, je sais pas, 80 à 120 dans une journée, tu sais, puis on est encore capable de marcher, là, quand on sort de là, tu sais, c'est vraiment, c'est méthodique, là, tu sais, on a une façon de faire. Mais c'était autre chose, la question, t'avais la patience, dans le fond, je te demandais lesquels. Ouais, patience. D'être en affaires. J'ai comme un petit pouvoir d'intuition, des fois, qui me sert bien. Là, tu m'amenais sur la passion. Moi, ce n'est que ça. La passion m'emmène à l'entrepreneuriat. C'est des fois, c'est d'autres choses qui amènent là. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Ben, passons à l'autre côté de la médaille. Ouais. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Oui. Tes défauts sur lesquels tu dois travailler principalement. Faut que je travaille, moi, c'est peut-être un peu... business, ouais, c'est peut-être ma naïveté un peu. OK. Moi, je pense que les gens sont toujours là pour les bonnes raisons. Ouais. Je fais attention à ça. OK. Toujours faire... je fais peut-être des fois trop confiance aux gens. Puis je pense pas que c'est une mauvaise chose, mais ça me nuit, il faut. Il y a peut-être un certain dosage à faire. Il y a un excellent dosage à faire là-dedans, tu sais, que ce soit au niveau... tu sais, c'est niaiseux, mais des fois, tu veux donner des breaks à des clients, soit au niveau de la facturation ou des trucs comme ça, ben, ça me fait toujours plaisir. Puis ça, je suis naïf là-dedans. Un peu. Tu disais donner un break à des clients ou à des fournisseurs. Comment tu vois l'avenir de ton secteur, de l'importation du vin? Parce que ça demeure quand même un secteur d'activité qui est, je pense, tu le corrigeras, peu connu très peu. Du grand public. Parce que, écoute, la commission des liqueurs, la régie des études, je dis, ça fait tout le temps ou presque que les gens se dirigent à un certain endroit, un seul endroit pour acheter du vin. C'est ça. Comment tu vois l'avenir? Ben écoute, moi, ben oui, on en a pas parlé tantôt, mais tu sais, quand moi j'avais décidé de fonder Côté Vin avec les cousins au début, c'était un peu avant 2018, là, on était en marge de l'élection de la CAQ à ce moment-là. Et nous, ben, on parlait de naïveté. Ouais. Naïveté, on se retrouve. Oui, voilà. C'était une première rencontre à l'adulte, tu sais. Tu sais, ça s'était parlé dans les médias où on parle de privatisation de la SAQ. Je ne pense pas que la SAQ va se privatiser un jour. Par contre, je pense qu'on est rendu à un moment où il faut moderniser ce modèle-là à ce que, au moins nous, comme agents, parce que quand on parle d'importation privée, c'est pas qu'on bypasse la SAQ. Au contraire, tu sais, ça reste la SAQ qui importe le monopole le dit et qui nous le stocke. C'est un monopole, exactement. Et qui nous le stocke pour qu'après ça, on le revende. Présentement, le modèle fait qu'on ne peut que vendre à la caisse et qu'on n'a pas le droit de stocker nos importations privées. Moi, je pense qu'on est... Puis là, en 2018, quand on avait fondé Côté Vin, c'était quand même dans leur guide électoral, si je peux dire, d'ouvrir le monopole. Ça avait été clairement dit. Et ça n'a pas pris un mois après l'élection pour que tout ça soit refermé. Donc, ça a été peut-être la naïveté en moi. Puis en même temps, il ne faut pas être non plus trop cynique de la politique, là, parce que il y en a, puis il va toujours en avoir. L'État fait partie de nos vies. Mais il y aurait certainement une façon que l'État trouve son très facilement. La vente soit gérée d'une autre façon. Clairement. Ben, la vente. Mes importations privées sont faites
à la SAQ. Tu sais, les échantillons, la bouteille qu'on a ici, je l'ai acheté à la SAQ. Tu sais, je peux pas faire venir des vins de là-bas. Ça, il n'était pas dans l'entrepôt que tu détiens. Ben non, Tu peux pas voir, exactement, exactement. Fait que, tu sais, l'avenir de mon métier, moi, je pense qu'on est rendu là, puis c'était même dans la base même de mon départ en affaires, si je peux dire. Ouais. Fait que là, tu nous as parlé un peu de l'avenir que tu vois pour le secteur. Ouais. De façon, disons, très, très, très large. Ouais. L'avenir de l'entrepreneuriat, comment tu vois ça? Parce que, tu sais, si on regarde un peu ton parcours, tu n'étais pas nécessairement destiné à être en affaires. Tu avais quand même des gens autour de toi qui l'étaient. Ouais. Mais en nulle part dans le parcours, soit à l'école ou à tes débuts, il y a eu un flag où il y a eu un signe, tu sais, au niveau de l'entrepreneuriat, alors que c'est tout désigné pour ça, la restauration, le vin et tout ça. Ah ouais, absolument. En général, moi, je dirais que l'entrepreneuriat, moi, je pense qu'il va en avoir de plus en plus d'entrepreneurs. Par contre, à plus petite échelle, on voit beaucoup de nouveaux services offerts par des petites compagnies, des affaires qu'on pensait pas avant. Puis, la venue des médias sociaux aussi, puis que les jeunes regardent beaucoup ça, puis l'ouverture sur le monde. Pensez juste présentement à quelqu'un qui se part à une compagnie pour manager ton profil Facebook, pour manager tes services, tes réseaux sociaux. C'est un nouveau modèle d'affaires qui est arrivé. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, si je pense juste autour de moi, ouais, autour de ce que tu as, je suis convaincu qu'il va en avoir de plus en plus. Convaincu. Puis, quand on regarde aussi, même autour de moi, des gens qui vendent leur société puis qui avaient 200, 300 employés, ils disent qu'ils vont tous vouloir se repartir une compagnie, mais sans employés. Sans employés, oui. Sans employés. Ça, on l'entend beaucoup. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de petites entreprises maintenant pour avoir ce sentiment-là de liberté. Je pense que la nouvelle génération ne veut pas nécessairement avoir de patron non plus. Par contre, c'est clair qu'ils vont avoir besoin d'un guide là-dedans ou ils vont avoir besoin de... Mais non, moi, je suis assez optimiste. Vraiment, oui. Parce que je pense que dans leur sentiment dans le sentiment de liberté qu'ils veulent avoir, puis tout ça, ça va les amener vers l'entrepreneuriat. Puis éventuellement, à faire quelque chose qu'on aime. Tu sais, c'est plate, mais tu regardes un peu autour de nous, c'était dans le temps, tu sais, dans le 30 ans, les gens allaient travailler, on avait encore des shops de meubles, puis tout ça. Et il n'y a rien qui prédestinait personne à aller en affaires. Exactement. Il y a une liberté aujourd'hui de faire ce que t'aimes qui est beaucoup plus énorme, beaucoup plus grande qu'à l'époque. Puis il y a un concept aussi qui va s'ajouter, puis je vais en même temps te demander de nous faire de brosser un peu le portrait dans ton industrie. Il y a le reprenariat. Parce que l'entrepreneuriat, de partir une business de zéro, puis il y en a qui le font, mais qui n'ont jamais été à l'emploi de personne. Ouais. Mais là, il va y avoir dans les prochaines années plusieurs entreprises à transmettre. Ouais. Toi, dans ton secteur, il y a des agences comme la tienne, il y en a combien au Québec? Il y en a au-dessus de 300. Il y en a au-dessus de 300? Mais il y a beaucoup de merge présentement. Il y a déjà ça. Il y a des forces de vente. Ben, tu as besoin de moins de monde maintenant. Aussi, avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, puis de la façon dont on met en marché des marques, puis tout ça, ça a beaucoup changé. Tu n'as plus besoin d'avoir 10 à 12 personnes sur la route qui fait toutes les SAQ, puis tout ça. On n'est plus là. Catalogue, puis... Non, mais exactement. Exactement. Puis ça, c'est le bon côté de la technologie par rapport que d'un, on a besoin de prendre moins souvent l'auto, on a besoin on est plus efficace dans ce modèle-là, même si ça reste que je pense encore aujourd'hui, le contact humain est encore très important. Surtout nous, dans la région de Québec, dans la façon dont on le vit, les gens, de se présenter en personne, avec des fournisseurs sur place, des producteurs, c'est encore quelque chose qui est extrêmement important puis qui est encore très valorisé par les gens. Mais il y a beaucoup de merge présentement, c'est ça que je disais. Donc, il y a beaucoup de merge présentement dans les grosses agences, là, si je peux dire comme ça. Parce que quand tu dis grosses agences, je t'interromps, mais juste pour qu'on replace, des agences comme la tienne, il y en a qui ont 200 employés, mais il y en a qui en ont 4. Absolument. Et c'est tout simplement, je dirais, surtout c'est des forces de vente qui s'unissent. Là,
carrément. Il y a une des grosses transactions qu'il y a eu, là, mettons, dans les 2 dernières années, c'est Univin qui a été racheté par Danza, qui, là, eux, devient la plus grosse agence canadienne, c'est énorme. C'est même plus gros présentement que Constellation Brands, qui, au Québec, est géré par Artera, là, qui est détenu par Teachers. OK. Ça reste ça, mettons, le top 3, là, Artera, avec eux autres, Mark Anthony. Fait que c'est des monstres, dans le fond, à côté À côté de moi, c'est des monstres. Absolument. Et de bien d'autres aussi. Là. Je pense pas que la moyenne, au niveau de la taille des agences, soit... Non, c'est ça. Après ça, comme je disais, ça va... Il faut que tu trouves le juste milieu où tu as, mettons, je sais pas moi, 10 employés, puis que tout le monde est performant dans le cadre qui est installé, tu sais. Parce que le but, nous autres, c'est que nos employés soient bien puis qu'ils gagnent le plus cher possible, tu sais, selon ce qui les tâches qu'ils ont, tu sais. Et présentement, on voit c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'agents dans le temps parce que c'était facile, là, avec les derniers mois. Il y a une grosse restructuration là-dedans, on va en perdre beaucoup, là. Les temps sont durs, là, dans le milieu, surtout de l'importation privée, là, puis tout ça, là, c'est assez controversé, là, on voit dans les nouvelles, là, avec les petits stockages, ça prend 20 semaines à avoir nos stocks, blablabla, tu sais, c'est plutôt... Il va y avoir un tri... Une certaine épuration. Ouais, 100%. Ah ouais. Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir, mais le reprenariat, oui, tu sais, parce que c'est un peu ça que j'ai fait, en fait. Hey, c'est exactement ça que j'ai fait. Puis, faut juste faire attention à ton mindset d'entreprise, tu sais, dans la direction, puis que tu respectes après ça tes convictions dans ce que tu fais. Mais, parce que, tu sais, en même temps, ce qu'il y a de particulier dans le vin, c'est que, puis souvent qu'on oublie, parce qu'on compare souvent le vin et la bière, faut pas oublier que le vin, ben, c'est du raisin. Puis d'essayer des nouveaux produits, faire des nouveaux produits, puis tout ça, ben si tu manques ta shop, ben faut que tu attendes l'année d'après, là. Tu sais, ça reste une plante. Ouais. Puis quand que tu parles d'une bière, ben si tu fais un test, puis que tu manques ta shop, ben tu le vides, c'est plate, là. Mais 3 semaines après, t'en as une autre bière. Pas dans le vin. C'est un concept qui est assez différent. Exactement. Tu sais, fait que quand tu bâtis ta marque, tu peux pas bâtir ta marque comme si ça allait être un feu de paille puis que tu allais pouvoir toujours présenter un nouveau produit à tous les 3 mois. Si je veux me présenter un nouveau produit, ben moi, ça me prend un nouveau fournisseur, ça me prend un nouveau vignoble, puis c'est toute une autre logistique qui s'ajoute à ça aussi, tu sais. Puis il y a certaines compagnies qui aiment ça, faire ça, mais moi, j'ai pas l'ambition de mettons, Aubert et Mathieu, ça commence à moins bien aller, ben on scrape l'étiquette, on met une autre étiquette, puis on l'appelle piste de ski. Ouais. Je veux dire, je sais pas, tu sais, moi c'est pas comme ça que je vois mon métier. Puis c'est là vraiment la différence dans la mise en marché avec n'importe quel truc que tu peux refaire, n'importe quel produit que tu peux reproduire en 2-3 semaines, tu sais. Exact. Pas pareil. Good. Écoute, on va aller un peu plus vers le futur. On en a parlé un petit peu. Ouais. On a bifurqué par la suite. Tu parlais peut-être de tes enfants, que tes enfants touchent de près ou de loin peut-être à l'entreprise. C'est quelque chose que tu aimerais qu'il y ait un certain leg ou juste, comme tu disais tantôt, qu'ils aient le temps de voir l'impact ou l'implication que ça amène. C'est peut-être plus ça, c'est vivre leur passion. Ce qui amène les gens vers l'entrepreneuriat, c'est la passion. Puis le but, c'est qu'ils vivent de ça. Moi, je sais qu'eux autres, ils le voient qu'on aime ça, tu sais, puis même, ils demandent même à sentir le vin maintenant. Ah oui, Alexis, il sent ça. Ah, ça sent fruité, tu sais. Maintenant, j'y mets un Sauvignon, il est capable de me dire que ça sent le pamplemousse, là. OK, tu sais, on est là, fait que là, t'es-tu en train de me dire qu'il y a une certaine hérédité dans ça? Probablement. Peut-être. Oui, c'est ça. Rien de scientifique, mais... On a un sondage. Non, c'est un de un. Mais c'est sûr que ça serait un honneur, là, que les enfants reprennent et qu'ils s'intéressent à ce que tu fais. Là, moi, je connais pas juste ça, mais je veux dire, c'est ce que je fais de mieux. Puis après ça, on fait de l'entrepreneuriat aussi pour
pour redonner à notre famille aussi. Là, tu sais, c'est un leg, veux pas, dans n'importe quoi. C'est clair que moi, je serais très heureux là-dedans avec ça. Mais à la limite, moi, s'il me dit j'ai le goût de m'en aller, je sais pas, moi, en informatique ou quoi que ce soit d'autre, moi, je serais plus là en disant, bon, mais parfait, mais qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble, Ouais, tu sais, avec la passion que tu as, tu sais, avec des guides que moi, j'aurais appris au travers moi, mon expérience dans le vin, tu sais, puis tout ça. Euh, qui sait? Tu sais, mais c'est clair que désormais, avec moi, avec le step que j'ai fait en 6-7 ans, ça donne le goût, surtout ça, là, c'est plus ça que j'ai le goût de transmettre, plus qu'ils reprennent ma compagnie nécessairement. Tu sais, c'est Que faire ce step-là, ça se peut. Tu sais, ça se fait par du monde. 100%. Exact. Ah ouais, tu sais, c'est ça. Fait que, non, on a... qu'ils apprennent, tu sais, justement, la valeur des choses, puis que le travail, c'est pas... le travail, c'est pas rien que d'aller chercher une paye, là. Tu sais, c'est pas... C'est de se faire confiance, tu sais, c'est ça qu'un peu que Ouais. t'as fait. T'as dit, garde, go, tu sais, j'ai la passion, je veux avoir ce type de mise en marché-là. Ben oui. Il n'y a pas meilleure solution que de le faire moi-même. Alors, c'est ça, tu sais, puis écoute, on n'est pas rendu, là, tout confortable, puis tout ça, mais tu sais, ça se peut que ça fonctionne pas non plus, là, tu sais, on sait pas, il peut arriver n'importe quoi, il peut arriver, mais tu sais, tu veux juste pas le regretter plus tard, tu sais, si je l'avais pas fait, j'aurais eu ça Ben, c'est ça, tout le temps, exact. tu sais, non, Exact. fait que, non, ça me passionne bien gros. Ben, prochaine question, je connais déjà un peu la réponse par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, mais je te demanderai pas tes projets de retraite, Ouais. je te parlerai de tes projets de semi-retraite. Ouais. T'es dans l'importation de vin, as-tu comme projet ou comme rêve de détenir un vignoble ou d'être plus près de ça, ou Hey, dans ça, non, par c'est exemple. professionnel, puis Ouais. personnel, ça va être plus d'aller jouer au golf? Non, ben, oui, ben, le golf, il faut déjà, j'attendrai pas d'avoir Non, pas la 50, semi-retraite, non. mais c'est ça. Mais je ne sais pas, c'est drôle. Quand que j'étais allé à New York pour un salon, je pense que c'est l'année dernière. Tu sais, puis que là, mettons, l'entreprise va bien aller, puis il y a peut-être, je sais pas, moi, quelqu'un d'autre qui a repris la direction générale, mais je suis encore là-dedans, puis je suis impliqué, puis tout ça. Mais moi, il y a un côté que j'aime beaucoup qui serait ça serait pouvoir représenter un vignoble. Tu sais, puis de partir, puis là, je fais l'Amérique du Nord au complet. Fait que, tu sais, je dis ça comme ça, tu sais, mais mettons, à plus petite échelle, j'ai un château qui sont des amis, qui est Château Trianon. Là, c'est Timothée qui est en train de reprendre, tu le rencontres. Puis, tu sais, je leur dis, regarde, moi, là, je m'en vais, je sais pas, moi, je suis 6 mois, j'ai un amour, c'est sûr que le plus possible, je vais essayer de pas vivre d'hiver. J'aime vraiment pas la neige. Mais ça serait vraiment pour moi un beau projet de retraite, de prendre un fournisseur, puis d'aller découvrir avec, tu sais, de représenter le vignoble vers un autre agent. Tu sais, là, moi, je suis le bout de la lignée avec la SAQ, mais j'aimerais ça être l'entre-deux, l'espèce de export, le genre de représentant d'exportation de un fournisseur, puis de dire, parce que j'ai la passion de voyager aussi, puis de connaître plein de cultures. Bon, ben, gars, je vais aller au Texas, puis je vais aller voir qu'est-ce que je suis capable de faire avec ce vin. Je vais partir 2 jours, 3 jours. Je ferai ça Tout peut-être des défis, là. en part. Je sais pas, j'ai le goût de... Et c'est ça. Non, ça, c'est quelque chose qui me travaille bien gros, parce que on venait de partir, on venait de rajouter La Fontaine, puis j'ai une dame qui est basée en Floride, qui, elle, a fait de l'importation, puis son meilleur client, c'est Walt Disney. Ah oui. Fait que, tu sais, elle a fait venir plein de vins d'importation, puis elle dit, ben moi, j'ai tous mes vins portugais, il y a une table portugaise, mes vins espagnols, il y a une table espagnole, tu sais, tout est par concept là-bas. Ça m'avait bien gros animé, ça, parce que c'est complètement différent de ce qu'on fait. Là, je me dis, crime, moi, elle, qui s'occupe d'aller le vendre à Walt Disney, moi, je veux pas aller le vendre à Walt Disney, mais je veux trouver des gens comme elle. Tu sais, pour dire, ben parfait, regarde, si tu vas, je sais pas, moi, voir Walt Disney une fois pour vendre tes produits, moi, je serais le représentant de Trianon, je vais y aller avec toi, moi. Il faut que toi, tu sois dans son portfolio. Ouais, ben exactement. Ça serait comme un autre côté qui me passionnerait à faire, tu sais, que ce soit au Québec. Pourquoi pas? Tu sais, je pourrais être un Québécois, puis là, ben, j'ai un agent au Québec.
en espérant que ce soit mon successeur. Je te le souhaite bien. Je me vois mal aller ailleurs. Mais non, ça me parle beaucoup, ça, ce côté-là, puis j'aimerais bien ça. Super. Pierre-Luc, merci beaucoup. Bon Dieu. De ta présence aujourd'hui, d'avoir partagé ton parcours avec nous. On va retenir naïveté, passion. Pas juste ça, j'espère. Non, mais ça part par ça commence un peu par ça, mais passion, patience, vraiment. Merci beaucoup. Parcours intéressant et inspirant. Ça fait plaisir. On se revoit bientôt. Merci. Salut. Salut.